Pour ceux qui ne comprennent pas la vraie raison du conflit au Mali, et surtout ceux qui ne comprennent pas aussi les vrais tireurs de ficelles de cette guerre, je vous prie de suivre cette vidéo et on va se retrouver juste après. Car le mal est tellement profond. Suivez. Mais la question demeure et nous sommes nombreux à nous demander qui se cache réellement derrière les attaques au Mali, qui se cache derrière l'Azawad, qui les finance, qui les soutient. Alors depuis l'indépendance du Mali en 1960, il y a toujours eu des revendications touareg. Ils se plaignaient principalement que le pouvoir de Bamako abandonnait le nord du pays, qu'ils étaient marginalisés, très peu représentés dans l'armée et dans le gouvernement. En 90, il y a eu une petite rébellion dans le nord. Un accord de paix a été signé en 1992. Puis de 2006 à 2009, ils se sont encore révoltés. L'armée malienne a ramené l'ordre. Le pouvoir de Bamako a apporté des solutions. Les Touaregs ont commencé à occuper plus de postes de pouvoir dans le gouvernement et dans l'armée, jusqu'à occuper les plus hauts rangs. Un exemple parmi tant d'autres est le Touareg El Hadj Aggamou, qui devient général de division. Tout était pratiquement rentré dans l'ordre. La population touareg n'avait plus une trop grande hostilité vis-à-vis de Bamako. La situation s'était aussi calmée parce que Kadhafi en Libye avait recruté beaucoup de combattants touareg. Ils étaient très bien payés. Le problème touareg, c'était calmé. Les anciens combattants de l'Arla de 1990, l'armée révolutionnaire de libération de l'Azawad ou encore du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Azawad, ne représentaient plus une vraie menace. Ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Plusieurs ont été tués. Certains sont entrés dans l'armée malienne et les autres ont été recrutés par Kadhafi. Mais tout change en 2011, quand un certain pays commence à attaquer Kadhafi. La situation prend une autre tournure. À la surprise générale, les Touaregs commencent à menacer le pouvoir de Bamako. Ils se font plus radicaux et plus extrêmes que jamais. Ils ne veulent pas de négociations. Ils ne sont plus dans les revendications d'intégration. Ils veulent maintenant tout le nord pour former le pays, l'Azawad. Ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange à l'Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures de Yémen, l'a dit, oh, il l'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y pour récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a dit, il ne cache pas ces mots. Alors lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous nous sommes... Donc c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue? Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Des représailles, pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabri-Moire n'a pas peur de mourir. Il y a plus de représailles que... Vous pensez que s'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays? Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Personne n'en a tiré le grand profit. Ces déclarations que vous venez d'entendre viennent d'un ancien rebelle. Il dit clairement que c'est le même pays qui voulait renverser Kadhafi qui leur a promis le nord du Mali. C'est encore et toujours ce même pays qui leur a donné le champ libre sur les armes de Kadhafi pour venir attaquer le Mali. Pour ceux qui doutent de la véracité des propos de cet ancien rebelle, veuillez écouter cette déclaration de l'ancien premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga. Des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État.
Alors, après la mort de Kadhafi en octobre 2011, les combattants Touaregs rentrent au Mali avec des armes. Ils s'organisent en deux principaux groupes, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, dirigé par Bilal Ak Hachérif, et les djihadistes d'Ansar Dine, dirigés par Iyad Ak Ghali. En janvier 2012, ils lancent la plus lourde attaque de rebelles contre le Mali. Des centaines de soldats maliens sont tués. Ils commettent des massacres sur les civils. Plus de 5000 personnes périssent, plus de 400 000 déplacés. Ils s'emparent de Kidal, Tombouctou, Ménaka et Gao et annoncent la fin de l'offensive et l'indépendance de l'Azawad le 6 avril 2012. Le Mali identifie clairement Bilal Ak Hachérif et Iyad Ak Ghali comme ses ennemis. Mais à la surprise générale, Bilal Ak Hachérif, ennemi déclaré de l'État malien, est reçu à Paris par des diplomates français en 2012, pendant que la crise malienne est à son paroxysme. En plus de le recevoir, ils vont lui donner une antenne sur France 24 pour qu'il puisse s'exprimer. C'est une incompréhension totale. Les relations entre Paris et le Mali étaient plutôt bonnes. Bamako n'a pas compris pourquoi Paris n'a pas arrêté son ennemi. Au plus haut sommet du pouvoir à Bamako, il y a des tensions. Les militaires n'apprécient pas comment ATT Amadou Toumani Touré gère la situation. Il mène un coup d'état et le renverse. Le capitaine Amadou Sanogo prend le pouvoir puis le passe à Dionkunda Traoré qui lui-même le passera à Ibrahim Boubacar Keïta. Profitant de cette instabilité au sommet de l'État, les rebelles attaquent le centre, notamment Mopti et Ségou. La France déclenche alors l'opération Serval pour venir arrêter les rebelles et stopper la guerre. Le peuple malien jubile à l'arrivée des forces armées françaises. Ils ont l'espoir que leur calvaire sera bientôt fini. La France déclare Iyad Ak Ghali ennemi public numéro 1 au Sahel. Mais à la suite d'une enquête menée par le journal Le Monde, on découvre que la France a eu l'occasion de neutraliser Iyad Ak Ghali, mais ne l'a pas fait. On peut lire d'abord le titre. Comment Alger protège le djihadiste Iyad Ak Ghali avec l'aide de Paris. Et plus bas, on lit, c'est un geste de courtoisie diplomatique et militaire dont on se souviendra longtemps au ministère français de la Défense. En 2014, alors qu'elle avait Iyad Ak Ghali, chef du mouvement djihadiste malien Ansar Dine à portée de fusil, la France a choisi de prendre la ville d'Alger avant d'agir, plutôt que de le neutraliser ou de le capturer vivant. Pas si peu fiers de cette marque de considération, les Algériens envoient alors à Paris un message aussi clair que l'eau de roche. Ne vous occupez pas d'Iyad, nous en faisons notre affaire. On connaît bien la suite de cette consultation franco-algérienne. Iyad Ak Ghali en a tiré profit pour disparaître des écrans radars. Mieux, le chef djihadiste a reconstitué Ansar Dine. On parle ici avec preuve. Ceci nous dit donc que tout d'abord, le Mali déclare Bilal Ak Hachérif et Iyad Ak Ghali comme ses ennemis. Le premier est reçu par de hauts fonctionnaires français à Paris. On lui donne même un passage sur l'un des médias les plus populaires pour qu'il puisse s'exprimer tranquillement. Le deuxième, qui était pourtant déclaré ennemi public numéro 1, aurait pu être arrêté par la France, mais la France l'a laissé partir. Il a disparu. Et plus tard, il a reconstitué Ansar Dine et a encore attaqué et tué des Maliens. Ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'un certain pays menait des supposées opérations pour anéantir les terroristes, il s'empêchait intentionnellement de frapper les vraies positions des terroristes. Et quand l'armée malienne essayait de pénétrer ces zones pour neutraliser les rebelles, les soldats de ce fameux pays interdisaient aux soldats maliens de le faire. Il les menaçait même de leur mettre des balles dans la tête si ils désobéissaient. C'est incroyable. Moi, je crois que la moindre des choses, c'est d'avoir un respect pour les pays et les peuples dans leur lutte. Le Mali, pourquoi on demande à être souverain? Parce qu'on ne l'était pas. Et il y a beaucoup de pays africains qui ne le sont pas. Si je prends que sur le plan sécuritaire, au Mali, on avait des armées étrangères qui interdisaient à l'armée malienne d'entrer dans des espaces aériens de notre propre pays. En plus d'interdire aux soldats maliens de pénétrer les positions ennemies, s'ajoute encore une réalité choquante. Ce même pays refusait de vendre au Mali et au pays de l'AES des armes pour qu'ils puissent se défendre. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous. Les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé.
plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias, ils sont incapables de lutter, on viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Ce n'est pas tout. Depuis la venue des militaires souverainistes au pouvoir, ce pays a déclenché délibérément une guerre communicationnelle contre le Mali. Bamako a déclaré comme ennemi Mahmoud Dicko, Ouma Mariko, Mohamed Ramadan, porte-parole officiel du FLA. Mais ces gens se retrouvent toujours sur les télévisions de ce pays-là. L'imam Mahmoud Dicko sur RFI, Ouma Mariko sur TV5 Monde et France 24, Mohamed Ramadan à Paris sur TV5 Monde, France 24, RFI et Ouest France. Pratiquement partout, il a le même discours pour discréditer le pouvoir de Bamako et semer la terreur. Sur tous ces plateaux, il a répété la même phrase. Le pouvoir militaire va tomber très bientôt et les Russes quitteront le pays. Mahmoud Dicko et Ouma Mariko répètent également les mêmes paroles. Il faut négocier avec les rebelles avant qu'il ne soit trop tard. Il faut écouter les revendications de ces gens qui veulent diviser le Mali et qui depuis 60 ans massacrent les populations civiles maliennes. D'ailleurs, une autre preuve de guerre communicationnelle est que les médias de ce pays relaient toutes les menaces et déclarations des rebelles. Quand Bina Diarra, porte-parole du Djenim, a promis de bloquer Bamako, la capitale, ils ont propagé l'information. Ils étaient aussi les premiers à propager la mort du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Ce pays ne compte pas s'arrêter aux opérations de déstabilisation sur le plan communicationnel. Ils envisagent aussi d'attaquer le Sahel. Ce sont leurs propres agents de services de renseignement qui le disent. En étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. À cette déclaration lunaire de déstabiliser un pays souverain, s'ajoutent aussi les déclarations de cet ancien général du même pays. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Alors, on a un pays qui a promis à des gens de laisser tomber Kadhafi et qu'ils auraient le nord du Mali. On a un pays qui a reçu Bilal Ak-Hachérif, ennemi du Mali. On a un pays qui vient sur le territoire et prétend aider, qui a apporté des tirs Iyad Ak-Ghali, ennemi du Mali, mais qui le laisse partir.
On a un pays qui empêche l'armée malienne de détruire les rebelles. On a un pays qui refuse de vendre les armes. On a un pays qui donne la parole aux ennemis du Mali et qui mène clairement une guerre communicationnelle contre le Mali. On a un pays dont les services de renseignement et les anciens responsables militaires promettent de déstabiliser le pays. Quelle preuve faut-il encore pour voir clairement qui est derrière tout ça? Alors pourquoi ils le font? C'est très clair. Ils l'ont toujours fait pour les mêmes raisons depuis la colonisation. Aujourd'hui, le Mali a changé son code minier. L'or du Mali n'est plus la chasse gardée de qui que ce soit. Le Niger ne veut plus donner son uranium. Le Burkina Faso ne veut plus donner son or et son cuivre. Tout ça, c'est terminé. Alors oui, on peut critiquer ces pays. Ils sont sous-développés, c'est rempli de poussière et consorts, c'est vrai. Mais comment peuvent-ils se développer quand depuis plus de 30 ans, on les oblige à faire la guerre? On peut critiquer le Mali qui n'arrive pas à combattre les rebelles. On peut critiquer son service de renseignement. Vous pouvez tout dire. Mais comment battre facilement des gens qui sont probablement soutenus par la 6e puissance militaire du monde? Ces gens ont des drones, des renseignements, des armes modernes. Alors, soit on leur en fait don, soit ils achètent. Si c'est le don, qui leur donne? S'ils achètent, qui leur vend? Où prennent-ils l'argent? J'ai essayé de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup circuler